Fidèles auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et des 7 télévisions partenaires du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire du décryptage de l'actualité, le forum de la presse du studio Kalangu. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité et qui ont retenu notre attention sont la fête du 1er mai ou fête du travail commémorant le 136e anniversaire des tristes événements de Chicago qui a coïncidé cette année au Niger avec la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan de l'année 1443 de l'Hégire. En seconde position, nous parlerons de la visite de travail au Niger du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, une visite de 48 heures. Pour finir, nous terminerons ce forum de la presse avec la célébration de l'édition 2022 de la Journée mondiale de liberté de presse, célébrée cette année sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». Pour analyser ces informations, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio El Hadji Mohamedou Suleiman du journal en ligne Niger Inter, Ousseini Issa, journaliste indépendant, et Maïmouna Diado, journaliste indépendante également. À la modération de ce forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Nous ouvrons ce forum de la presse par la célébration de la fête du 1er mai ou fête du travail, commémorant le 136e anniversaire des tristes événements de Chicago qui a coïncidé cette année au Niger avec le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan de l'année 1443 de l'Hégire. Cette fête du travail, faut-il le rappeler, commémore la journée de lutte menée il y a 136 ans par des syndicats de travailleurs américains pour obtenir une journée de 8 heures de travail, pas plus. Maïmouna Diado, quel intérêt le monde des travailleurs nigériens accorde à cette journée commémorative du 1er mai appelée Fête du travail? Voilà quel intérêt, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est les événements de Chicago où ces syndicalistes, ces travailleurs ont demandé les 8 heures de travail, ont exigé seulement 8 heures de travail. Donc je pense qu'avec tous ces événements, c'est de porter, en tout cas c'est bien que les travailleurs continuent à célébrer ça. 136e édition cette année. Et vous avez vu comment est-ce que cette année, comme vous l'avez dit, ça a coïncidé au Niger avec la fête de Ramadan. Les syndicats n'ont pas, ou bien les centrales n'ont pas pu faire le grand défilé dans la matinée du à cause de la fête. Mais les centrales syndicales, l'intersyndicale des travailleurs, l'ITN, s'est retrouvée, qui compte quatre grandes centrales syndicales à son sein. Se sont retrouvés au niveau de l'Académie des Arts pour, en tout cas, délivrer leur message. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, c'est seulement le défilé qui n'a pas pu se faire. Et les centrales syndicales, en tout cas l'intersyndicale, a visiblement rappeler les événements comme vous venez de rappeler. Et ensuite, c'est l'intersyndicale également a mis l'accent sur ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, le terrorisme et tout, attirer l'attention donc du gouvernement par rapport à ça, faire également en sorte que, parce que cette fête aussi, ça fait plus de 2 ans, avec l'avènement de la Covid-19, ça affaiblit beaucoup d'entreprises, beaucoup en tout cas se sont retrouvés au chômage et tout. Maintenant, il faut attirer également l'attention de l'État par rapport à tous ces phénomènes. Le changement climatique aussi a été un peu soulevé. Et nous avons également les doléances qui ont été également rappelées dans ce discours pour que les enseignants, de par les enseignants, les autres travailleurs ne se voient pas délaissés
par rapport donc à ce discours. En tout cas, les 8 régions du pays, les travailleurs ont fêté à leur manière. La fête a eu lieu, c'est le défilé qui n'a pas eu lieu. C'est le défilé seulement qui n'a pas eu lieu. Le cahier de doléances a été donné avec tout ce que ça comporte comme doléances et nous espérons que le ministre prendra acte et le gouvernement prendra acte donc de ces doléances qui ont été remises. Merci beaucoup, Maïmouna Diado, El Hadji Mohamedou Suleiman. C'est vrai, les cahiers de doléances ont été donc transmis au gouvernement. C'était le samedi 30 avril 2022, c'est-à-dire la veille du 1er mai. C'est d'ailleurs l'une des particularités de la célébration de cette année. Cette double cérémonie donc de remise des doléances, mais également de distinction par rapport aux travailleurs sur l'ensemble du pays qui ont un grand dévouement dans le travail qu'ils accomplissent au quotidien. Que doit-on retenir de cette double cérémonie qui a eu lieu le 30 avril, c'est-à-dire la veille de cette fête du 1er mai? Bon, quand même, on peut observer que avec l'intervention de la fête de l'Aïd el-Fitr, effectivement, il y a un changement parce que, en tout cas, ces dernières années, on a comme l'impression que la fête du travail, c'est d'abord le défilé. Donc, le défilé a manqué. On a comme un goût d'inachevé de cette fête. Parce que c'est l'occasion pour les travailleurs de se défouler, sortir, montrer ce qu'ils font. Bon, bref, en tout cas, au niveau de l'opinion publique, ce défilé est très attendu. Il marque vraiment la fête. Maintenant, par rapport justement, j'ai vu quelqu'un qui a reçu son prix, très très ému d'être reconnu de ce qu'il a fait. Il n'estimait pas, en tout cas, ça a pris du temps. Donc c'est une très bonne chose de distinguer, en tout cas de valoriser, parce que c'est aussi cela dans notre société. Imaginons ce que font les travailleurs dans tous les secteurs, la santé, l'éducation. À défaut de pouvoir les motiver avec des moyens, c'est souvent effectivement en les valorisant avec quelques reconnaissances officielles, ça peut motiver, et ça peut d'abord davantage les soulager, les motiver. On a reconnu ce que les ont fait, mais aussi ça peut motiver d'autres travailleurs vraiment à suivre le bon exemple. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. La deuxième chose, je pense que moi, de mon point de vue, les travailleurs, c'est vrai, avec tout ce que l'on a cité comme défi, mais il y a toujours le problème essentiel qui demeure ici. Si les initiateurs du premier ont remarqué le temps de travail, aujourd'hui, je pense que la question essentielle, et effectivement les centrales la posent, c'est la question du SMIC, c'est la question du salaire. Le salaire Est-ce minimum que véritablement qu'on doit avoir le salaire du plus grand nombre est vraiment suffisant pour leur permettre vraiment de mener une vie acceptable? Le SMIC qui est au Niger d'un peu plus de 30 000 francs. Absolument. Je n'ai pas le montant exact. Donc, il y a ce débat. Donc, il va falloir. Donc, j'ai vu justement les centres qui posent la question de relever donc, le SMIC, mais de façon générale, en tout cas par secteur, considérer vraiment, valoriser le salaire. Et c'est l'occasion vraiment de dire, par exemple, par rapport à la nouvelle vision du président de la République, par exemple, de son programme. Par exemple, ailleurs, en tout cas, les secteurs comme l'enseignement, la santé, les gens sont bien rémunérés par rapport non seulement au risque et au temps qu'ils donnent. Parce qu'en réalité, ces gens, quand vous essayez de voir, ils n'ont même pas le temps de faire d'autres activités. Quand tu es enseignant, tu dois être dans ta classe pendant des heures déterminées. Bref, je pense qu'il faut considérer cet aspect. Maintenant, pour le reste, vraiment, je pense qu'il faut saluer le fait que, quand même, ces dernières années, les centrales, en tout cas, le monde du travail organisé, c'est vrai, il y a un éclatement, il y a beaucoup de syndicats, beaucoup de centrales, mais quand même, avec l'État, il y a comme une sorte vraiment de bonnes pratiques, il y a moins de grèves, il y a moins de conflits. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il faut capitaliser. Et je pense que c'est ça, effectivement, qui permet au travail vraiment de poser les vrais problèmes et avec l'État véritablement de prendre en compte justement la doléance. Et je pense que c'est dans la stabilité
qu'effectivement les travailleurs sont en train d'acquérir vraiment beaucoup d'acquis. Et je pense que ce n'est pas rien. Par le passé, nous assistons en tout cas à des mouvements de grève où souvent même en réalité le salaire est remis en cause parce qu'avant c'était des remarcations effectivement de paiement des salaires avec des retards. Je pense qu'il faut observer cette évolution où franchement on se rend compte que il y a moins de grèves, ça simplement engage des stabilités et ça doit se ressentir vraiment dans la vie au quotidien de travail, notamment le plus grand nombre de travailleurs. Il faut donc prendre en compte les doléances contenues absolument dans ces cahiers. Absolument. Surtout quand l'État on estime a plus de moyens, parce qu'avant on n'avait pas de pétrole, avant on n'avait pas beaucoup de ressources minières. Aujourd'hui, qu'on a effectivement un certain nombre d'atouts, on pense que ça doit se ressentir dans la vie, en tout cas des travailleurs. Donc les gouvernants doivent considérer effectivement les richesses nationales, en tout cas quand l'État est riche, il faut que cela puisse être partagé, qu'il y ait un peu de solidarité en tout cas, parce que tout simplement, avec le monde des travailleurs. On conçoit mal qu'aujourd'hui, par exemple, le vœu des Nigériens, nous produisons du pétrole. On sait effectivement que le partenariat, en tout cas, avec les autres, il faut d'abord payer l'investissement. Mais les Nigériens ont marre de sentir, en tout cas, au niveau de la pompe, au niveau des stations, qu'il y a une réduction. En tout cas, on consomme moins. On paye moins, en tout cas, pour le pétrole ou bien pour l'essence que par le passé, parce qu'aujourd'hui, on n'est qu'un producteur du pétrole. Merci beaucoup. Merci, El Hadji Mohamedou Suleiman. Il faut rappeler qu'à l'occasion, justement, de cette célébration de la fête du travail édition 2022, le ministre du Travail, Dr Ibra Boukari, a invité tous les travailleurs à une prise de conscience collective afin d'œuvrer pour le développement du pays, avant de réitérer l'engagement et la disponibilité du gouvernement à améliorer les conditions de vie et de travail de tous les travailleurs nigériens et à maintenir un dialogue constructif avec les partenaires sociaux. Ousseinissa, comment ou quels doivent être le rôle et la responsabilité de chaque acteur dans l'atteinte de ces objectifs? Mais Michel, moi je pense que le problème du travail au Niger, c'est un problème qu'on a de tout temps ressassé. Ça ne date pas d'aujourd'hui, on connaît un peu ce qu'est le problème dans le monde du travail. N'est-ce pas? Le ministre a dit, il faut que les fonctionnaires se ressaisissent, il y a une baisse, de rendement, cela, je l'ai un peu écouté. Mais c'est des choses qu'on peut régler facilement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la fonction publique devient de plus en plus contre-performante? C'est lié tout simplement au fait que, du point de vue, comme avait dit, le système de promotion, comme avait dit, d'avancement et tout, on a politisé les choses. Quand vous êtes dans un environnement, chacun se connaît. Quand on parachute quelqu'un, vous le connaissez, vous savez bien son niveau, ses capacités et tout, il devient votre chef. Et il vient déjà avec à l'esprit qu'il est là au nom de la politique. Alors, vous voulez quel résultat? Moi, je dis, il n'y a pas 1000 miracles pour amener les gens aujourd'hui à travailler dans ce pays. Il faut dépolitiser. L'administration, de façon générale. De manière générale, il faut dépolitiser l'administration. C'est la compétence. Quand vous êtes compétent, voilà le poste, vous le méritez, vous présentez le profil qu'on vous nomme à ce poste-là. Mais on a abandonné cette formule-là. Quand vous allez aussi bien dans l'administration par champ central que dans ces démembrements, vous allez voir des aberrations. Il y a des gens qui sont là, une fois qu'on les enlève, parce que tout simplement, on a fouillé, on a constaté qu'il n'est pas du bord politique qui vous a fait. On le met de côté, on ne lui donne même pas un bureau. Et plus personne ne le consulte. Mais même quand je vais travailler, quand on me met de côté, je vais travailler quoi? Voilà un peu les difficultés. Et tout le monde les connaît. Les problèmes sont là, tout le monde les connaît. Mais maintenant, comment solutionner? Il revient à ceux qui sont aux affaires de faire en sorte que l'éthique là soit respectée. Du point de vue de la nomination, du point de vue de tout. Mais tant qu'on va continuer, on va parachuter quelqu'un dans un secteur où il ne maîtrise rien. Ça veut dire qu'il faut mettre en avant le mérite. Le mérite, bien évidemment. Mais en 2010, si je me rappelle, quand il y a eu la transition de Salou Jibo, il y a un certain nombre d'instruments qui ont été mis en place, notamment une ordonnance portant dépolitisation de l'administration, où on a montré un peu les profils, les fonctions techniques, les fonctions politiques. Mais aujourd'hui, tout ça là, on a mis de côté. On s'en fout. Que ce soit l'essentiel que le poste soit jeté. Même si c'est un poste technique,
que vous soyez technique ou pas, si vous êtes du bord politique aux affaires, vous pouvez attirer à ce poste parce que c'est juteux. On ne peut pas construire comme ça. J'ai l'habitude, souvent, quand je cause avec le haut commissaire à la modernisation, souvent on cause de ces choses-là. Mais je dis, il faut mettre fin à ça. Il faut faire comme en Occident. Ce qui se passe en Occident, c'est que l'administration est apolitique. L'administration est là pour tout le monde. Tant qu'on ne fait pas ça, où les gens considèrent que moi, je suis de tel bord, c'est mon parti qui est au pouvoir, c'est pour ça que je suis là. On ne s'en sort pas. Merci beaucoup. Donc, en dehors de ce qu'Elhadji Mohamed Suleiman a dit, qui concerne donc l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, vous insistez sur le fait qu'il faut dépolitiser également l'administration dans son ensemble pour mettre en avant le mérite, rien que ça. La compétence. La compétence. Merci beaucoup. Maïmoun Diado, par rapport toujours à cette célébration de la fête du travail, il faut rappeler que les centrales syndicales non représentatives n'ont pas assisté à la traditionnelle remise du cahier des doléances au ministre de l'Emploi. Le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, interviewé par le studio Kalango, a dénoncé ce qu'il a appelé un parti pris de l'État. Qu'en dites-vous? Oui, les centrales syndicales non représentatives ont de tout le temps, depuis les élections professionnelles, contesté. Ce sont des centrales qui ont déjà contesté les élections professionnelles. Ils pensent que dans un pays, on ne devrait pas faire en fait on ne devrait pas en tout cas donner la chance à d'autres centrales syndicales et ne pas donner la chance à d'autres centrales syndicales. Bien que leurs centrales soient moins représentatives. Oui, pour elles, ces centrales syndicales non représentatives, c'est 2 poids 2 mesures que le gouvernement a fait. En mettant en place les élections professionnelles, c'est diviser les centrales syndicales et les travailleurs en même temps. Et c'est des choses qu'elles n'ont jamais, en tout cas, consommées. Et bon, si elles ont décidé de ne pas remettre leur cahier de doléances, c'est parce que tout simplement, elles jugent qu'il y a déjà des centrales représentatives qui sont là, avec lesquelles l'État, en tout cas, discute directement et par rapport donc aux problèmes des travailleurs. Bon, mais je pense qu'ils ont au moins fait une déclaration. Ces centrales non représentatives ont fait une déclaration. Tout en ne participant pas à la cérémonie de remise de cahier de doléances. Ça, c'est un choix. Il y avait 2 cahiers, le cahier de la CDTN et le cahier de la CDTN et le cahier de l'intersyndical de l'autre contient côté. donc 4 grandes voilà, centrales donc c'est pour vous dire que c'est un choix. On ne peut pas les forcer aujourd'hui à être présentes au moment donc des cahiers de la délivrance donc de ces cahiers de doléances, mais quand même c'est des centrales syndicales et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces centrales syndicales aussi parce que dans 5 ans, ces centrales syndicales peuvent être aussi plus des centrales plus représentatives. Merci beaucoup. Merci Maïmouna Diado. Passons à présent à la visite de 48 heures effectuée du 2 au 3 mai 2022 au Niger par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, Antonio Guterres. Quels étaient les principaux objectifs de cette visite du SIG de l'ONU, Elhadji Mohamed Suleiman? Merci bien. Je dois vraiment me permettre de préciser. Tu as posé la question, c'est important de le rappeler. Le chiffre exact du SMIC au Niger, c'est 30 047 un peu plus de 30 000, c'est ça? C'est exactement 30 047 francs. Merci pour la 40 heures de travail par mois. Donc 30 047 francs. On peut avoir une idée du niveau de vie des travailleurs, en tout cas qui vivent avec juste le SMIC. Merci pour la précision. Donc, en tout cas, je pense que cette visite suscite en tout cas un intérêt parce que tout simplement quand même c'est pas tous les pays africains qui ont le choix du Niger. C'est 3 pays, le Sénégal, le Niger et le Nigeria qu'il a choisi cette sortie. Et je pense que quelque part lui-même il a dit parmi les raisons de ce choix il y a justement quelques
quelques atouts pour notre pays, à savoir notre système démocratique qui est quand même qui fait un modèle dans la sous-région. Il y a justement aussi, selon à l'entendre aussi, la stabilité, la gestion de la sécurité. Il a parlé, comparé avec les autres pays de la sous-région, par exemple du Sahel. Donc c'est une très bonne chose et de mon point de vue, et c'est pourquoi justement j'ai vu même au sein de l'opposition, il y a une certaine distorsion, pour ne pas dire division, que quand une activité de ce niveau se passe dans un pays, que l'opposition soit il faut présente. mettre en avant d'abord le pays. Il vient au Niger. Regardez l'opposition sénégalaise. C'est une opposition très populaire. La preuve, ils ont gagné la capitale et d'autres grandes villes du Sénégal. Mais au Sénégal, quand il y a des activités qui vraiment de l'État, l'opposition, elle est là. Elle ne boycotte pas le protocole officiel. Et n'empêche, ils font leur travail d'opposition. Mais je me rends compte qu'effectivement, j'ai vu lorsque le chef de file de l'opposition a participé, ça fait une sorte de boucan. Mais je pense que c'est une activité très intéressante. C'est le Niger. Le SG des Nations Unies, c'est très intéressant. Beaucoup de pays africains aimeraient que ce soit chez eux, ça n'a pas été le cas. Et quand il est venu, moi, ce qui est très intéressant, c'est le plaidoyer qu'il voudrait faire justement. Il a lancé justement un appel non seulement à la communauté internationale. Avec les officiels, mais il est allé à Walam. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est par rapport maintenant à la situation de population. Parce que Walam, c'est un prototype, un exemple type, effectivement, d'une localité éprouvée par l'insécurité. De sécurité. Et il était face aux réfugiés, face aux déplacés. 42 000, un peu plus. Il tient un discours, nous pensons que quand même c'est un décideur, et sa voix pourrait porter à sensibiliser justement sur le Niger. Parce que quand même aussi, les projecteurs étaient sur le Niger, en tout cas, pour toucher du doigt la réalité. Il a dit aussi, malgré tout ce qui est dit, que l'armée nigérienne n'est pas équipée, elle a besoin encore davantage d'être équipée. C'est vraiment des questions essentielles comme ça qui font que, puisque le terrorisme ne fait pas de quartier, on ne connaît pas qui est opposant, qui est du pouvoir. Donc, par conséquent, c'est des questions nationales qui méritent qu'on soit ensemble vraiment auprès de tout le monde. En fait, lorsque les opposants sont là aussi, c'est l'occasion de parler avec eux. C'est aussi l'occasion de donner leur appréciation, leur proposition, leur vision de la question sécurité. Donc, je pense que c'était vraiment une bonne chose. Une très, très bonne chose. Et ça, tout simplement, aussi, j'ai vu le choix du président Issoufou aussi pour animer un panel. Il a été désigné par le SG de l'ONU. Quoi qu'on peut reprocher au président, c'est le président du Niger, l'ancien président du Niger qui a été désigné. Et quand il est là-bas, c'est aussi la diplomatie nigérienne. Donc c'est le Niger qui est à l'honneur. Donc tout simplement, ça veut dire qu'il faut une approche citoyenne, pas de ressentiment. Mais quand il est question du Niger, il faut parler de la part des choses. Tous nos anciens diplomates, tous ceux qui ont occupé des postes importants, il y a des facettes, il faut les présenter comme tout simplement des officiels. Mais maintenant, à leur tard, ce qu'ils ont fait de mauvais pour le pays, ça aussi, nous sommes là, on a d'autres créneaux pour les dénoncer. On vous a compris, vous saluez donc la présence de l'opposition qui a participé à un pan des activités lors de cette visite officielle. J'ai suivi la réaction du SG de Maman Sani Malam par rapport à ça. On a invité le chef de file de l'opposition, qui est une institution qui est connue, qui a été désignée, celui qui était venu. Donc, franchement, il n'y a pas de polémique autour de ça. Donc, c'est un peu, moi, ce que je veux dire, vraiment, cette activité, ça a mis pendant une semaine, en tout cas, le Niger sur le fil en tout cas, de projecteurs. Ça a permis vraiment de parler des vrais problèmes du Niger. On a entendu les autorités devant, justement, ce visiteur. Donc, il est allé, en tout cas, sur le terrain concrètement. Il a vu la réalité. Donc, je pense que c'est venu à un moment où, franchement, décisif, parce que avec cette actualité de Barkhane et de trucs, et je l'ai entendu ce matin sur RFI, il dit qu'un pays ne peut pas être, sa sécurité ne peut pas être garantie par des forces étrangères seulement. Autrement dit, ce qu'il a dit, c'est ça qui est pertinent.
il faut donner les moyens à armer nos forces de défense et de sécurité. C'est d'abord cela le problème. Merci beaucoup. On l'a écouté. Selon lui, Antonio Guterres, donc la situation au Niger doit préoccuper tous les pays du monde, puisque cette situation peut donc avoir des impacts au niveau d'autres pays. Comme il a dit, il a expliqué qu'il faut donc venir au secours du Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais également en termes de réponse humanitaire à la situation que nous vivons en ce moment. Selon le communiqué de presse issu de cette visite, durant la visite, le secrétaire général a pu s'enquérir de la situation humanitaire au Niger, caractérisée par une détérioration au plan humanitaire, sécuritaire ces dernières années. C'était également l'occasion pour le secrétaire général d'exprimer la solidarité des Nations Unies aux populations affectées par les crises et de réaffirmer le soutien du système des Nations Unies au gouvernement nigérien. Hussein Issa, quels sont les enjeux d'une telle visite dans ce contexte socio-politique et sécuritaire au Niger? Déjà, je pense que vous avez cité ces enjeux-là. Bon, moi, j'étais à Olam, dans le cadre de ce déplacement-là. D'abord, je commence par dire, j'ai rarement vu un sujet des Nations Unies aussi détendu, aussi sans façon. Sans façon, je vais dire que le protocole, tout ça, il l'a mis de côté. Il allait, il a fait le tour des populations. Il dit, je suis venu parler à ces personnes-là qui souffrent, qui connaissent toutes les difficultés de ce monde-là, qui ont faim, qui ont soif, mais qui ne peuvent même pas dormir. Tout ça. Essentiellement, c'est trois choses. La question humanitaire. Quand il s'est rendu, c'est pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette zone. Parce que certainement, il a eu vent de... On lui remonte quand même les informations par rapport à l'humanitaire. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Quand il est parti, il a vu, il a constaté. Il était d'abord au camp Alma où il a vu les militaires. Il a discuté avec eux. Ensuite, il est revenu à l'école Medina, là où il y a un centre de regroupement scolaire. Le premier centre de regroupement scolaire qui a été créé pour pouvoir donner une chance aux enfants qui ont été scolarisés de retourner à l'école. Ça, c'est quand même important. Le premier aspect. La deuxième aspect, parce que tout est plaidoyer chez lui. Il a fait une véritable plaidoirie. Il a interpellé la communauté internationale. Il faut aider le Niger. Il faut aider le Niger parce que le Niger est dans des difficultés sur le plan alimentaire liées notamment, comment dirais-je, aux effets du changement climatique, les inondations et tout et tout. Il a développé. Est-ce qu'il faut s'attendre à des appuis multiformes? Maintenant, il a dit l'armée. L'armée nigérienne seule ne peut pas combattre parce que l'armée est sous-équipée. Ce n'est pas une affaire de vaillance, c'est une affaire de moyens. Selon lui, il faut renforcer et les capacités la communauté. de l'armée nigérienne. Il faut donner de l'argent, il faut donner des armes, il faut donner tout ce qui est nécessaire pour que l'armée puisse être en mesure. Il faut amener ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce discours-là. Comme j'ai beaucoup aimé le discours quand il dit qu'il faut venir investir au Niger, en tout cas dans le cadre humanitaire, parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui un peu partout dans le monde, mais le Niger, c'est une préoccupation sérieuse. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Hussein Issa, est-ce à dire que ça va inciter les partenaires du Niger à vite venir au secours? Sûr, Michel, quand même, c'est le SG des Nations Unies. La plus grande organisation mondiale. Qui fédère tous les pays au monde. Quand même, qui viennent au Niger. Il y a d'ailleurs des agences onusiennes. Oui, toutes les agences onusiennes sont là. Nous avons et qui se déplacent pour aller pour lancer un appel. Quand il dit, par exemple, comment on appelle ça, le plan de réponse, que c'est à hauteur de 9% seulement. Il était scandalisé, il dit il faut que les gens se réveillent, la communauté internationale se réveille. Parce que même l'année dernière, on n'a pas pu atteindre le niveau qu'on voulait atteindre. Et une façon de dire, il faut vous secouer, il faut vous réveiller, parce que le plan, ça va jusqu'au mois de novembre prochain. Il faut bien que ceux qui ont l'intention de donner, ils donnent ce qu'ils ont à donner aujourd'hui, avant que, parce que le temps est en train de se couler, pour pouvoir assister, parce qu'il y a quelque chose. Les personnes qui seront en difficulté. Les personnes Selon qui seront en difficulté. Le gouvernement, il faut dire qu'on aura plus de 4 millions de personnes qui seront dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë, sévère.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, et en plus, on tend vers la saison de pluie. Ces gens ont besoin d'accompagnement. La période que le gouvernement a évoquée, c'est justement la période du juin-août, qui va être une période un peu compliquée, justement. Oui. Merci beaucoup. Nous devons lutter contre les causes profondes, pauvreté, exclusion, impunité, insécurité alimentaire, crise climatique qui exacerbe les tensions intercommunautaires et continue d'alimenter l'extrémisme violent et le terrorisme ici au Sahel. Mais aujourd'hui, face à une situation qui évolue rapidement, force est de constater que la communauté internationale n'est pas à la hauteur. J'appelle tous les partenaires à veiller à ce que notre attention et notre engagement dans la région soient maintenus malgré les nouvelles crises qui frappent notre monde, a aussi déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Memoun Diado, quelle analyse par rapport à ces mots du chef de l'organisation onusienne? Peut-on parler d'appel à une meilleure gouvernance? Oui, ça, il ne voulait pas dire qu'il faut une bonne gouvernance. Donc, il a fallu qu'il essaie de décortiquer pour que les gens sachent de quoi il veut réellement parler. Dans un pays, s'il n'y a pas la bonne gouvernance aussi, ça tend à ce que nous sommes en train de voir. Donc, il faut régulariser tout ceci, les systèmes qui font en sorte qu'aujourd'hui, ces populations sont dans ce problème d'instabilité, je dirais, économique, d'instabilité alimentaire et tout. Donc, ça a lien avec également la bonne gouvernance. Il faut améliorer la bonne gouvernance, il l'a dit. Il a parlé d'impunité. Il a parlé d'impunité, tout pauvreté, tout exclusion, ceci, ça rentre dans ce qu'on appelle la crise bonne gouvernance. Climatique. Aujourd'hui, il y a l'injustice. Il y a des gens aujourd'hui au Niger là, qui pensent qu'il y a l'injustice aussi, ils n'ont pas en fait droit à l'équité au niveau donc, de la justice. Il y a tout ceci, tous ces paramètres-là. Donc il faut essayer d'analyser ces paramètres-là, de faire en sorte que tous les Nigériens se valent, d'essayer de renouer avec la bonne gouvernance. Et je me dis aussi, ce qui m'a aussi tiqué, c'est le fait qu'il ait parlé de la sincérité aujourd'hui de notre armée. Notre armée n'a pas les moyens, donc il faut leur donner les moyens. Et c'est comme si, en fait, l'appel du président de la République de tout le temps, le président de la République l'a cité, a été entendu. Donc c'est un appui, en fait, qui vient renforcer ce que le président de la République a toujours dit lors de ses déplacements, lors de ses conférences, pour dire que l'État, l'armée nigérienne, c'est pas que l'armée nigérienne n'est pas capable, mais l'armée nigérienne n'a pas les moyens. Aujourd'hui, ce sont les moyens là qu'il faut mettre à la disposition de cette armée pour pouvoir combattre le terrorisme. Il faut donc espérer que en tout cas, les partenaires techniques et financiers puissent très rapidement répondre à cet appel qu'il vient de faire. Merci beaucoup. Terminons le forum de la presse de ce soir avec la célébration le mardi 3 mai dernier de l'édition 2022 de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui est placée cette année sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». Une journée instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993 qui vise à rappeler l'importance de la défense de la liberté de la presse dans le monde. El Hadj Mohamedou Souleymane, que signifie cette liberté de presse et quelle est son importance? Mais vous savez très bien que le monde démocratique, aujourd'hui, c'est une réalité. La liberté d'expression, quoi qu'on dise, est fondamentale dans tout ce que nous appelons bonne gouvernance, qu'on le veuille ou non. C'est des critères de bonne gouvernance mondial, donc c'est universel. On pense que les pays et sociétés sont bien gouvernés lorsqu'effectivement on permet aux citoyens de dire leur opinion, de faire des propositions, de libres, en tout cas, qu'il y ait vraiment des pensées vraiment libres. Elle permet donc une participation et la liberté de la citoyenne. Et la liberté de la presse, effectivement, constitue un moyen essentiel. En tout cas, un ancien président américain
avait dit de façon un peu imagée. Si vous avez à choisir entre un gouvernement sans journaux et des journaux sans gouvernement, il allait choisir la liberté de la presse. C'est juste pour dire que c'est essentiel. Donc, dans notre contexte, effectivement, cette année, on a fêté donc ce 3 mai, donc il y a une déclaration de la maison de la presse qui rappelle en tout cas et les acquis et les doléances, les problèmes en tout cas de la presse nigérienne. Mais il faut saluer quand même à la veille de cette fête une décision en tout cas du gouvernement d'harmoniser la loi donc portant sur la cybercriminalité, absolument, la loi de 2019, à la loi 2019 portant liberté de la presse de 2010, qui fait que les délits d'injure de diffamation ne peuvent plus amener un journaliste en prison. Donc, et cela effectivement constitue une avancée parce qu'aujourd'hui, en plus de journalistes, il y a des lanceurs d'alerte, en tout cas, tous ces gens qui contribuent de bonne foi à la bonne gouvernance, à dénoncer le détournement des deniers publics, à dénoncer l'impunité. Donc, c'est une très bonne chose. Un deuxième élément, nous félicitons justement votre studio qui a quand même aussi reçu un prix donc, à l'international qui montre que chez nous aussi, il y a de bonnes pratiques. Il y a des gens qui font de bonnes actions au niveau donc, de la presse nigérienne. C'est un modèle, en tout cas. Nous savons qu'à Kalangu, effectivement, vous faites un travail extraordinaire, en tout cas. Ça a été reconnu. Vous avez une accréditation, en tout cas. C'est la certification du Journalism Trust Initiative. Absolument. Donc, je pense que cela veut dire quoi? Il faudrait que donc, nos confrères, en tout cas, puissent de très près venir se ressourcer à votre niveau. Mais je l'ai dit en réaction à ce prix, que ce qui est curieux, les journalistes de Kalangu, en majorité, c'est des journalistes qui ont travaillé dans d'autres médias nigériens. Mais qu'est-ce qui fait cette prouesse? Parce que tout simplement, ici, ils sont mieux rémunérés, ce qui me permet vraiment de dire que le problème de fond de la presse nigérienne, c'est vraiment la motivation. Quand vous payez aux journalistes 50 000, 70 000 francs, vous demandez de faire autre chose, pas du bon journalisme. Donc, en vérité, voilà la question essentielle. On a beau avoir des lois sur la presse. Et c'est ce que je dis souvent moi, aux partenaires qui nous font des ateliers à répétition. Non, la presse nigérienne a besoin des aides directes. Et aussi, la maison de la presse avait rappelé au CSC ce qu'ils ont fait, la façon de distribuer l'aide, en tout cas le fonds à la presse, vraiment, c'est pas normal. Il va falloir qu'en tout cas, qui de droit puisse vraiment décider à revoir cette situation. Parce que tout simplement, et vous avez vu, même le rapport de la Cour des comptes a dénoncé cette façon de distribuer le fonds à la presse. Donc, vraiment, moi, c'est pour dire qu'il y a des acquis au niveau donc, de la presse. Il va falloir donc considérer donc, ce que je viens de dire là. D'abord, et c'est pourquoi, théoriquement, il y a eu une signature, je crois, de la convention interprofessionnelle à la convention collective. Cela, je sais que, en partie, c'est les patrons de presse, donc les fondateurs des médias, en tout cas les propriétaires. Donc, c'est eux qui ont une clé, en tout cas décisive. Ils ne sont pas prêts parce qu'ils posent comme condition revoir la publicité. Donc, par voie de presse, en tout cas, comment l'accès équitable à la publicité. Donc, il faut accéder donc à leur demande. Mais aussi, encore une fois, je l'ai dit, et au gouvernement, et aux gouvernants, et aux partenaires donc, techniques et financiers, la presse nigérienne, pour qu'elle soit une presse de qualité qui doit contribuer à la lutte contre l'impunité, à la bonne gouvernance, elle a besoin des actes directs
Pas des ateliers seulement. Merci beaucoup et merci pour vos félicitations par rapport à cette certification obtenue par Kalangu, qui est désormais, il faut le dire, le premier média africain sous le label de Journalism Trust Initiative mis en place par Reporters sans frontières. C'est donc une initiative qui fait donc la promotion de la fiabilité de l'information. Nous poursuivons ce forum de la presse du studio Kalangu à l'occasion de cette édition 2022 de la Journée mondiale de la liberté de presse. Reporters sans frontières a dévoilé la 20e édition de son classement mondial sur l'état de la liberté de presse. Le Niger occupe la 59e place sur 180 pays du monde classés. Il conserve ainsi sa place de 2020 en dépit d'une baisse encourageante du nombre d'atteintes à la liberté de la presse, précise ce rapport. Hussein Issa, quelle analyse vous suscite cette position du Niger dans le nouveau classement du RSF? Il y a problème. Bon, on peut se féliciter quand même un peu, comment dire, de cette initiative du gouvernement consistant à revoir un peu la loi portant lutte contre la cybercriminalité pour pouvoir l'harmoniser quand même avec l'ordonnance 2010 qu'on dit ordonnance portant des pénalisations qui supprime les peines privatives de liberté pour des délits commis par voie de presse. Parce qu'il y a toujours des sanctions, il y a des amendes, il y a des condamnations à verser des amendes et tout et tout. Ça, c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire qu'on peut espérer que ça améliore le futur mais bien classement. Évidemment, parce que vous savez, cette loi sur la cybercriminalité, là où elle est dangereuse en l'état, c'est que quand on veut te nuire, c'est facile. Vous pouvez produire un article dans un journal, quelqu'un va aller prendre pour balancer sur le net et puis ça va circuler. Sur WhatsApp, sur WhatsApp, sur n'importe quel réseau et tout. Et en cela, ça devient compliqué. Et de l'autre côté, les citoyens ne peuvent même plus s'exprimer parce que parce qu'on a vu des juges, justement, qui ont fait appliquer les dispositions de la loi sur la cybercriminalité sans tenir compte de l'ordonnance. La liberté de la presse, ils quittent cette ordonnance, on met de côté, on va loi sur la cybercriminalité. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est en cela qu'il faut féliciter le gouvernement pour cette initiative-là. Mais l'aspect le plus important, j'oublie aussi de présenter vraiment mes vives salutations, félicitations à Kalangu, qui est quand même qui a reçu ce label-là. Bien évidemment, les conditions de travail et tout, Alain Suleiman l'a dit. Bien évidemment, le travail, pour un travail honnête, il faut être véritablement dans les conditions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pression quelque part, il n'y a pas, comment vais-je dire, aller chercher de quoi bouillir la marmite, tout ça. C'est des choses qui sont... Non, mais c'est des choses terre à terre, il faut le dire, terre à terre. Tout ça, c'est des choses, c'est bien, c'est quand même, ça doit pouvoir servir de modèle. Mais pour que ça puisse servir de modèle, il y a véritablement lieu à ce que, non seulement l'État revoie un peu le fond d'aide à la presse, parce que c'est pratiquement insignifiant. Aujourd'hui, les médias qui sont là, du privé notamment, non seulement c'est insignifiant, mais les conditions même, quand ils le font, et là, les conditions, quand les gens qui sont là disent c'est eux qui vont décider de gérer ça à la place des bénéficiaires, ça c'est un problème. Déjà que c'est insuffisant. Ça, c'est un véritable problème. Il faut donc améliorer les conditions de vie et de travail il faut créer les conditions, journalistes. Merci, on vous a bien compris. Il faut créer les conditions pour que les médias soient viables. Les conditions beaucoup. Pour que les médias soient viables, est-ce votre conviction, Maïmouna Diado? Il faut que la publicité, les médias privés puissent accéder aussi à la publicité. L'État doit aider les médias. On doit créer les conditions pour que la publicité puisse, la même chose que les publicités vont dans les médias publics, de cette même manière que les médias publics ou privés aussi puissent également bénéficier de la publicité. Mais quand il n'y a pas ça, quand le gars il tire le gars par la queue pour sortir sur le journal, quand le gars il tire le gars par la queue à la fin du mois pour régler l'électricité, mais en quoi peut-on penser qu'il va se soucier véritablement Merci beaucoup. Vous convenez par rapport à tout ce que Hussein Issa soutient, notamment sur la question des conditions de vie et de travail des journalistes. Comment contribuer à renforcer cette liberté de la presse au Niger? En tout cas, si on veut se départir de 59e position ou 57e position, sur 180 pays, il faut qu'on
qu'on améliore les conditions de travail et surtout de vie également de ces hommes de médias. L'État doit accompagner nécessairement ces entreprises de presse. Moi, je pense que le fonds d'aide à la presse, il faut rehausser l'enveloppe. Il faut que toutes ces entreprises et ces entreprises de presse puissent en bénéficier. Merci. Il n'y a pas à dire que peut-être il faut faire des dossiers pour que 2, 3 ou 4 entreprises puissent en bénéficier. Non, je suis contre ça. Il faut vraiment mettre les moyens. Il faut également que, parce que c'est avec les moyens que vous êtes arrivé à avoir une certification. Déjà, oui, c'est avec les moyens. C'est parce que, tout simplement, vous êtes une entreprise aujourd'hui, vous avez mis les moyens, vous êtes accompagné suffisamment, donc ça vous permet de travailler, de faire un bon rendement. Aujourd'hui, les entreprises de presse qui sont là, il faut aller regarder ces entreprises. Il faut améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Vous insistez sur ça. Si un mot par rapport à la responsabilité des journalistes. Nous avons par exemple la question de la loi sur la cybercriminalité. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de prison en cas, par exemple, d'injures et de diffamation. Il faut aussi attirer l'attention de ces journalistes. Ce n'est pas parce que la loi a été un peu améliorée qu'il n'y aura plus un journaliste qui va se retrouver en prison, que ces journalistes vont également prendre la peine de faire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Il faut attirer leur attention. Jusque-là, c'est parce que tout simplement, ils ont vu qu'il faut... un journaliste n'a pas sa place en prison. Il n'est pas un criminel. Voilà. Il n'est pas... Mais il faut que le journaliste aussi sache qu'il doit être un journaliste professionnel qui a toujours à côté de lui l'éthique et la déontologie dans tout ce qu'il va faire. Il n'est pas permis. Ce n'est pas parce que cette loi a été révisée que ça va vous donner la peine d'aller sur les réseaux sociaux et faire ce que vous voulez. La diffamation et tout. Non, je suis contre ça. La responsabilité, les journalistes doivent être des responsables en tout cas, pour donner un très bon modèle et pour pouvoir accompagner cette loi qui a été révisée. Merci beaucoup. Nous avons d'ailleurs une charte des journalistes professionnels à respecter. Donc, la responsabilité des journalistes est interpellée puisque le journaliste a également une responsabilité sociale par rapport à tout ce qu'il fait. Chers auditeurs et téléspectateurs des programmes du studio Kalangu, le forum de la presse de ce soir est à présent à son terme. Nous remercions nos invités. Nous avons d'abord El Haji Mohamedou Suleiman du journal en ligne Niger Inter, Hussein Issa, journaliste indépendant, et Maïmouna Diado, journaliste indépendante également. À la modération de ce forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Mustapha Yuba et Séné Saka. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.